Amigo, s'il y a bien un club allemand qui se porte mal en ce moment, c'est bien Schalke 04. Ils sont bons derniers de Bundesliga, condamnés à la relégation, et vu leurs prestations sur le terrain, c'est plutôt logique. Mais plus que la logique, est-ce que ce ne serait pas mérité? Est-ce que le karma n'aurait pas tout simplement frappé ce club? Quoi? T'es pas au courant? J'ai un scoop pour vous. Pareil que c'était le club d'Hitler. Avant de commencer, je te rappelle qu'il est toujours aussi important de bien penser à mettre un petit pouce bleu avant de quitter cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos chaque semaine sans y être abonné, c'est quand même dommage. Ah oui, dernière chose avant de commencer, je m'excuse d'avance pour mon accent allemand qui doit certainement être terrible. En Allemagne, quand on veut se moquer d'un supporter de Schalke 04, c'est super simple. Pour cela, tu dois procéder en deux étapes. Premièrement, tu lui rappelles qu'il supporte un club de losers qui n'a jamais gagné une Bundesliga. Là, si le mec est un minimum renseigné sur l'histoire de son club, il te dira qu'il a été 7 fois champion d'Allemagne et que même si ça ne s'appelait pas encore la Bundesliga, bah ça compte. Boum, le mec est tombé dans le piège et là tu peux l'enfoncer bien profond en lui rappelant que la majorité de ses titres ont été gagnés sous le Troisième Reich parce que c'était le club d'Hitler, que Schalke n'a donc aucun mérite, que son titre en 1958 et sa coupe de l'UEFA en 1997 ne pèsent pas bien lourd et même qu'il devra avoir honte de supporter un tel club. Hop, finito. Bon, pas de chance, j'ai aucun pote supporter de Schalke, j'ai personne à troller. Mais si j'en avais un, c'est ce que je ferais. Et ce, même si je sais bien qu'en partie, c'est quand même faux. Et oui, désolé de te décevoir amigo, mais non, Schalke 04 n'était pas le club d'Hitler. Moi aussi, j'y ai cru en voyant que Schalke avait gagné la plupart de ses titres entre 1930 et 1940. Mais ça ne suffit pas. En vrai, c'est plus une mauvaise réputation que se traîne ce club depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi une réputation bien entretenue par les rivaux, par les supporters, par quelques faits historiques et par Schalke lui-même. Bouge pas, je t'explique. Selon la légende, Schalke aurait été fondé par des mineurs ayant récupéré un vieux ballon d'un club de bourgeois, le Spiel und Sport Schalke. Je vous avais dit que l'accent était dégueulasse. À l'origine, c'est un club de tradition chrétienne, mais surtout socialo-communiste. Le kiff des joueurs de Schalke, c'était de taper les petits bourgeois façon Wimbledon chaque week-end. Schalke étant un quartier mineur de Gelsenkirchen, de nombreux travailleurs étrangers s'y installent dans les années 20, des Turcs, des Polonais, des Yougoslaves, donc le club en profite et récupère de nouveaux talents et gravit les échelons. En 1927, le club accède même à l'élite et va continuer sa progression. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir. En 1934, Schalke remporte son premier titre de champion. Coïncidence? Pas tout à fait. Hitler n'avait strictement aucun intérêt vis-à-vis du football, aucun attrait. Lui, son kiff, c'était plutôt la gymnastique, sport qu'il estimait beaucoup plus noble. Et ça a été prouvé, notamment par une recherche qui avait été commandée par le club, par Schalke 04, parce qu'ils en avaient un petit peu marre de voir leur nom associé à celui du dictateur depuis tant d'années. On peut le comprendre, niveau marketing, c'est quand même pas terrible. Cependant, si on creuse un petit peu, on se rend quand même compte que même s'il n'y avait pas d'affiliation directe entre Hitler et Schalke, il y avait quand même de sacrés liens entre Schalke et le nazisme de façon générale. Ne serait-ce que d'un point de vue économique, le national-socialisme avait trouvé un terreau assez fertile dans cette région de l'Allemagne. Des cérémonies bras tendus au stade, des croix gammées sur le maillot, des dignitaires du Troisième Reich présents à chaque rencontre, un dirigeant juif rapidement écarté, des joueurs polonais qui germanisent leur nom, des joueurs protestants qui renoncent à leur religion. Schalke est très rapidement rentré dans le rang. Bon, faut préciser aussi que si tu ne faisais pas, tu disparaissais de façon mystérieuse et définitive. Ce n'est pas non plus que propre à Schalke. Mais bon, il ressort tout de même que du côté de Gelsenkirchen, il n'y avait pas eu besoin de trop les forcer. Après, j'insiste, il faut aussi comprendre que Schalke 04 était un symbole de la lutte ouvrière à Gelsenkirchen et que enlever le football à ces gens-là, à ce peuple-là, à ce moment où l'Allemagne connaissait une période économique très compliquée, aurait été très très dur à vivre. Bref, que ce soit par conviction, que ce soit par adhésion au nazisme ou par soumission pour pouvoir simplement continuer à jouer au football, Schalke s'est rapidement mis en règle et a pu continuer à se développer et continuer de gagner dans ce championnat allemand. Et c'est ainsi qu'il a tapé dans l'œil du Troisième Reich et de son ministère de la propagande. Et oui, très vite Goebbels avait compris tout l'intérêt d'associer l'image du régime à un club qui gagne comme Schalke 04. D'ailleurs, Goebbels avait convaincu Hitler de ça avec cette phrase:
Gagner un match est plus important pour le peuple que la prise d'une ville à l'est. Ah bah il y a eu du favoritisme, complètement. Alors il y a cet effet de propagande bien évidemment. Le Führer en charge du sport dans le Reich, qui était Hans von Schammer, avait identifié Schalke bien sûr comme le club à utiliser pour la propagande, pour des raisons de région, parce que c'était un club de travailleurs, parce que c'était un club où on travaillait dans la mine, et donc on pouvait valoriser des héros venus du travail, venus littéralement du terrain. Mais ça a nécessité quand même quelques ajustements, et des ajustements qui sont clairement malhonnêtes. Ça a nécessité l'arianisation de certains noms, parce que les travailleurs à la mine dans la Ruhr étaient pour certains originaires de Prusse orientale, originaires de Pologne, et on a arianisé certains noms. On a aussi défavorisé des adversaires. Lorsque le Reich et le championnat a été unifié entre l'Allemagne et l'Autriche, et où Schalke a commencé à gagner des titres contre l'Admira Vienne en 1939, et ensuite contre le Rapide de Vienne, je crois, en 1941. On a aussi favorisé Schalke dans le sens où on a expédié soit au front, soit dans des camps, certains des meilleurs joueurs de l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'on a facilité sportivement l'émergence et les succès de Schalke. Donc il y a eu évidemment cette propagande, mais il n'y avait pas que la propagande, il y avait aussi la facilitation sportive. Alors ça ne voulait pas dire qu'on favorisait par l'arbitrage ou par une magouille arbitrale sur le terrain, ça veut dire qu'on a, on a facilité certaines choses, et il y a des joueurs d'ailleurs qui ont été faits héros à Schalke à l'époque, Ernst Kuzora, Fritz Stepan. Il y a des joueurs qui avaient été intégrés dans le parti, qui n'avaient pas montré d'opposition à cela, et qui avaient pu bénéficier aussi dans ces années-là, par exemple, qui avaient possédé des entreprises, ou qui avaient possédé des biens. Donc c'était une façon de faciliter, c'était une façon de pousser, de mettre dans un certain confort, on va dire, le Schalke 04. C'est d'ailleurs pour ça qu'Hitler s'est rendu à plusieurs reprises voir les joueurs de Schalke, et a même posé pour quelques photos avec eux, et c'est pour ça également qu'il pouvait pardonner, se montrer un peu plus tolérant sur la présence de joueurs étrangers dans ce club. Par contre, il n'a jamais daigné venir au stade, il n'a jamais assisté à un match de Schalke 04. Le seul match de foot auquel il a assisté, c'était un Allemagne-Norvège lors des JO de 1936, et il n'avait pas franchement apprécié, puisque son équipe avait perdu et qu'il s'était barré furieux avant même la fin du match. Alors tu te doutes bien que supporter Schalke, c'était le dernier de ses soucis. D'ailleurs, dans mes recherches, de ce que j'ai pu comprendre, s'il avait un club de cœur, ce qui s'en rapprocherait le plus serait plutôt l'Admira Vienne. Mais la réussite de Schalke n'est pas juste politique, elle est aussi tactique. Si Schalke a su progresser aussi vite et tout rafler sur son passage, c'est parce qu'elle proposait un jeu plus évolué que les autres. Oui, parce que le kick and rush ça va 2 minutes, mais la toupie de Schalke... Je suis mort, on dirait une technique dans Olivier Tom. La toupie de Schalke, c'est mieux. En version originale, le Schalker Kreisel, un jeu plus technique importé de Grande-Bretagne consistant à redoubler de passes et à le faire beaucoup plus circuler et à limiter les touches de balle. L'arrière-grand-père du tiki-taka quoi. Deux joueurs également vont contribuer à la gloire et à la disgrâce de Schalke, Ernst Kuzora et Fritz Stepan, tous deux considérés encore aujourd'hui comme les deux meilleurs joueurs de l'histoire de ce club. Le premier était un avant-centre incroyable qui marquait entre 20 et 30 buts par saison, rien que ça, et le deuxième était un ailier tout aussi efficace. Deux joueurs monstrueux, mais aussi deux hommes qui ont très rapidement pris parti pour le nazisme et qui ont même rejoint le parti, le NSDAP officiellement. Et ça n'a pas gêné grand monde du côté de Schalke, et ce jusqu'aux années 2000 à peu près. Puisque entre la Seconde Guerre mondiale et les années 2000, ces deux-là ont été traités en légende, rien d'autre. Est-ce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste? Oui, à tel point que quand on a érigé la Veltins Arena, donc on remonte un peu en arrière, il y a 20 ans en arrière, c'était un premier réel mouvement de protestation, un premier réel mouvement de remise en question lorsqu'on a envisagé à Schalke de consacrer le nom d'une rue autour du stade
à l'un des héros du club de l'époque, l'un des héros des années 30. On en a déjà parlé, Fritz Stepan. Il avait été envisagé donc de consacrer le nom d'une rue à ce joueur-là, et finalement, avec les protestations à ce moment-là, on y a renoncé à Schalke. Et c'était, pour ainsi dire, le premier réel mouvement populaire aussi, politique, de renonciation à ce passé un petit peu trouble, ce passé un petit peu d'accointance avec le régime. C'est pas un petit peu d'ailleurs, c'était tout à fait réel. Voilà, de ce point de vue-là, c'était la première remise en question, donc c'était quand même une bonne cinquantaine d'années après les faits, ce qui veut dire qu'à Schalke, on pourrait pointer du doigt un petit peu en disant que on n'a jamais vraiment lutté frontalement contre cette réputation de club du régime, et on a laissé un petit peu l'histoire se décanter sans vraiment lutter contre. Donc non, Schalke n'était pas LE club d'Hitler, dans le sens où il n'était pas contrôlé par le régime nazi. Schalke, c'est surtout un club qui a su très bien s'adapter à la situation et qui en a tiré quelques bénéfices. Mais bon, si t'as un pote supporter de Schalke, t'as quand même de quoi bien le chambrer avec tout ça. Voilà amigos, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est bien le cas, pense bien à la rétribuer avec un petit pouce bleu et un abonnement. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, juste là en dessous, tu les as tous, Twitter, Instagram, Twitch également, hein, pour les lives, beaucoup de lives chaque semaine, n'hésite pas. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.